On décide de supprimer, comme j'ai entendu, la primature, le gouvernement. On supprime le gouvernement. Il n'y a plus de principe de responsabilité politique. En réalité, cette révision constitutionnelle, disait le professeur Pierre Moore, appuyé par Marcel Bridel, n'est pas une révision constitutionnelle, c'est une forme de révolution qui s'apparente à la fraude à la Constitution. Vous savez, quand même, putschiste, on ne lui oppose jamais l'ordre constitutionnel en vigueur. Mouzé a suspendu l'ordre constitutionnel, il nous a imposé sa propre constitution. Il a agi comme pouvoir constituant, originaire. Donc c'était la force politique dominante en ce moment-là. Et il a le choix, lui, ce putschiste, de faire intervenir le peuple pour rendre sa démarche licite. Il peut faire intervenir le peuple en amont et en aval. En ce moment, la démarche est correcte. Nous sommes dans un référendum. Il peut faire intervenir le peuple simplement en aval. Nous sommes dans un plébiscite. Alors, dans les deux cas de figure, révolution, coup d'état constitutionnel, vous voulez en savoir plus, demandez à Bob Kabamba. Alors, Alexis Thambwe Mwamba avait estimé que cette voie était anticonstitutionnelle. Et il est allé sur Top Congo. Il a même menacé les chefs de l'État des poursuites pénales, conformément aux articles 163 et 164 de la Constitution. Au motif tiré de ce que le président de la République avait intentionnellement violé la Constitution. Alors le juge constitutionnel saisi de la question, dans la RCONS 1200, le juge constitutionnel dira que la Constitution a institué un régime alternatif. Ça veut dire que le président de la République a le choix, soit de proclamer sans aller au Congrès, soit d'aller au Congrès et obtenir l'autorisation. C'est comme ça, moi j'ai toujours proposé la suppression du point, partiellement, du point D de l'article 19. Après, ben, lorsqu'on veut changer de statut, nous déconstitutionnalisons. Et puis nous reconstitutionnalisons. Ce qui fait que nous sommes un des rares pays au monde producteurs et consommateurs des textes constitutionnels. Ça veut dire que si on veut organiser un jeu olympique des pays producteurs de textes constitutionnels, la République démocratique du Congo en sortira avec la médaille d'or. Parce que si vous voulez vraiment faire une systématisation, depuis 1960 à ce jour, vous intégrez même des textes constitutionnels avortés, c'est-à-dire non appliqués. La doctrine la plus sévère estime que, la plus sévère, je ne dis pas la plus formelle, estime que nous sommes arrivés à plus ou moins 22 constitutions. On aura un sujet à l'ordre du jour aujourd'hui qui est donc analyse sotériologique de la réforme constitutionnelle en République démocratique du Congo. Sans plus tarder, nous allons devoir passer la parole au président du Parlement pour l'ouverture de cette plénière. Monsieur le Président. Honorables étudiants, distingués invités, chers collègues parlementaires, nous déclarons ouverte la plénière de ce 21 décembre 2024 du Parlement des étudiants. J'invite l'honorable rapporteur à prendre parole pour sa motion. Honorable Président, chers collègues, distingués invités, dans cette ère d'incertitude où le vent souffle entre la révision et les changements de la Constitution, permettez-moi de me tenir ici devant vous, pas comme un simple acteur, mais plutôt comme un jeune sage porteur d'une plume d'espoir pour évoquer une vertu oubliée. La vigilance. Car voyez-vous, chers compatriotes, la politique est un théâtre où des mots brillent comme des étoiles filantes, captivant nos âmes, mais disparaissant dans l'ombre du pouvoir. Et derrière les discours qui enchantent, se cachent souvent des rêves d'ambition égoïste, des projets tissés dans les secrets, loin des aspirations du peuple qui espère. Robert Greene, dans ses 48 lois du pouvoir, nous renseigne que celui qui détient le pouvoir cherchera toujours à les préserver, mais très souvent au détriment des autres. Nicolas Machiavel, quant à lui, nous explique au travers Le Prince que celui qui cherche à obtenir le pouvoir est souvent
plus dangereux que celui qui les détient déjà. Et enfin, Jean-Jacques Rousseau nous explique dans les contrats sociaux que les peuples qui détiennent bien évidemment la souveraineté est censé rester vigilant et capable d'être plus actif afin de préserver sa liberté. Tous ces courants nous inspirent un seul mot, la vigilance. Mais la vigilance, qu'est-ce? C'est une flamme dans l'obscurité. C'est un regard qui va au-delà des apparences et un bouclier contre les illusions dorées des orateurs aguerris qui sont les politiciens. Honorable Président, ma motion est un appel, un cri venu du cœur des plaines de notre Congo. Ne soyons ni spectateurs endormis, ni disciples aveuglés, soyons des âmes éclairées, des cœurs engagés et des esprits unis par la quête de justice. Car notre avenir n'est ni écrit par la majorité, ni détenu par l'opposition. Il repose dans nos mains, celles d'un peuple souverain et éveillé. Je vous remercie. Nous allons maintenant accorder la parole à un expert de droit constitutionnel, professeur de droit constitutionnel, honorable député national à la législature de 2018. Nous allons l'accorder la parole avec une thématique phare. Constitution de 2006, entre la préservation des acquis et la réforme constitutionnelle. Et 3 questions majeures, honorable professeur, s'imposeront à votre intervention. La première, c'est quel état des lieux vous faites de la Constitution de 2006 qui totalise aujourd'hui 18 ans. Quel bilan? Elle a vu naître 3 régimes. On est au 4e. Quel bilan vous faites de cette Constitution? Est-ce que cette Constitution aujourd'hui a-t-elle des dispositions handicapantes, des dispositions problématiques qui nécessiteraient une révision constitutionnelle? Parce que c'est là les débats. Enfin, les débats entre révision ou changement. En tant qu'expert en droit constitutionnel et professeur de surcroît, nous voudrions avoir une position claire. Est-ce que notre Constitution peut-elle être changée? Quelles en sont les limites, les conditions et les formes pour qu'on en arrive aujourd'hui? Parce que un consensus commence à se former autour du changement constitutionnel. Comment est-ce possible qu'on peut passer, parce qu'on le dit, de la 3e à la 4e République? Par quel procédé? Par quel mécanisme? Constitutionnel, bien entendu. Messieurs et dames, distingués invités, ces débats interminables sur la révision ou le changement de la Constitution renferment d'innombrables contradictions, et voire même de confusion sur l'utilisation des concepts. Tantôt, le concept révision est utilisé comme changement, et tantôt, le concept de changement est utilisé comme révision. Le débat a perdu tout son intérêt et tout son éclat. À partir du moment où, lorsque vous le suivez de plus près, vous avez l'impression même que les tenants, même les tenants du changement ou de la révision, et ceux du statu quo, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas entendre parler du changement ou de la révision constitutionnelle, ils sont tous dans des confusions de mots. Ils sont tous dans une approximation sémantique, de sorte que le débat ne sait plus prospérer. Je voudrais revenir sur 3 considérations majeures. Parce qu'on ne peut pas discuter du changement ou de la révision constitutionnelle sans parler de la Constitution elle-même. Alors, la première considération, en fait, nous allons discuter sur la Constitution. C'est quoi la Constitution? Ça sert à quoi une Constitution? Et puis ensuite, on va tenter de discuter sur la révision constitutionnelle. Quelles sont les conditions de forme, de fond? Quelle est la procédure? Quelles sont les limites? Et on va tenter de discuter aussi sur certaines théories des droits constitutionnels. La théorie de la double révision constitutionnelle. La théorie des limites. Et je vous donnerai mon point de vue. Et en fin de compte, on va conclure sur comment changer. Parce que c'est ça les débats. Est-ce qu'il faut changer? Ben, comment changer suivant quelle procédure, suivant quelle forme? Commençons par la Constitution. Chers amis, la Constitution n'est pas un chiffon de papier. La Constitution est un ensemble de règles
relative, ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Marcel Prélot, relative à la fixation des mécanismes qui organisent l'établissement du pouvoir, son exercice, ainsi que sa transmission. Ici, je ne reviendrai pas sur les types de constitutions. On le sait bien qu'il existe des types de constitutions. Constitution écrite et constitution coutumière. Je ne reviendrai pas non plus sur les fonctions de la constitution. On sait bien qu'il existe 3 fonctions. La fonction génétique, la fonction organique et la fonction axiologique de la constitution. Mais je veux par contre revenir sur les différentes définitions de la constitution. Au sens formel, au sens matériel et au sens substantiel. Comme ça, tous nous avons la même compréhension sur ce qu'on entend par constitution et on aborde des questions de fond. Sous le plan de la forme, la constitution n'est rien d'autre que l'ensemble des règles élaborées, modifiées de manière spécifique, différente de loi ordinaire. Donc l'approche formelle privilégie la dimension organique de la question. C'est-à-dire ici la constitution est vue comme contenant et non comme contenu. C'est là où notre débat va commencer, sous la forme, comment on révise la constitution et comment on peut changer une constitution. Alors sous le plan matériel, la constitution n'est rien d'autre qu'un ensemble de règles grâce auxquelles le pouvoir politique s'établit, s'exerce et se transmet. Parlons de la constitution substantielle. C'est là où le vrai débat commence. La constitution substantielle, le débat devient intéressant à ce niveau. Va au-delà du texte, mais ça va aussi au-delà de la matière. Ici, la constitution est saisie comme un projet de vie. Est-ce que je me fais bien comprendre? S'il y avait une constitution, ça aurait été beaucoup plus didactique et pédagogique. La constitution est saisie ici comme projet de vie. La constitution apparaît ici comme l'expression philosophique et politique d'une unité politique enracinée dans un ensemble culturel. C'est-à-dire que la constitution apparaît comme l'âme de l'État. La constitution, c'est ce qui constitue, c'est le socle de l'État. Lorsque vous déconstruisez l'âme de l'État, c'est la charpente institutionnelle qui s'écroule. Et donc, quand on discute de la Constitution dans un État président, ayons toujours à l'esprit la dimension substantielle. Ça veut dire que nous discutons sur notre projet de vie, ce que nous deviendrons dans 50 ans, 100 ans. Parce que la Constitution, en soi, a un effet miroir. C'est-à-dire que la Constitution, c'est un texte qui, lorsqu'on le regarde, on doit exactement se représenter. C'est-à-dire que c'est un texte qui doit répondre à nos aspirations profondes. Parce qu'en soi, la Constitution, c'est un héritage, c'est un miroir des héritages culturels et le fondement des espérances collectives. Maintenant, comment on peut réviser la Constitution? Quelles sont les nuances entre la révision et le changement de la Constitution? La révision de la Constitution n'est rien d'autre qu'un mécanisme de modification du texte existant dans la perspective de l'adapter au contexte et aux mœurs. Et en droit constitutionnel, je l'ai dit d'autorité, il n'existe pas, j'entre maintenant dans les grandes théories de droit constitutionnel, il n'existe pas de révision totale de la Constitution. La Constitution ne peut être révisée que partiellement. Sauf la Constitution suisse, qui prévoit à l'article 195 la possibilité d'une révision totale. Mais attention, ne perdons pas de vue que la Constitution suisse est une Constitution souple. Toute Constitution rigide a des limites. En Suisse, on peut réviser la Constitution même pour déterminer le jour de l'abattage des moutons. Donc la question de la Constitution n'est pas aussi fondamentale qu'elle ne l'est en France, en Belgique, aux États-Unis et en République démocratique du Congo. Et ce qui revient à dire que lorsqu'on révise une Constitution, on doit la réviser sur la base des limites qui sont expresses et implicites, parce qu'il y a des limites implicites dans la Constitution. Les limites expresses sont des limites qui sont fixées à l'article 220. On ne va pas entrer dans le fond. Vous connaissez les 8 matières non révisables. Les limites implicites, ce sont des limites qui touchent aux principes fondamentaux
d'une constitution. Par exemple, la forme de l'État. Par exemple, la forme du régime politique. Lorsqu'on touche à la forme d'un régime politique, ça veut dire qu'on décide de supprimer, comme j'ai entendu, la primature, le gouvernement. On supprime le gouvernement. Il n'y a plus de principe de responsabilité politique. En réalité, cette révision constitutionnelle, disait le professeur Pierre Moore, appuyé par Marcel Bridel, n'est pas une révision constitutionnelle, c'est une forme de révolution qui s'apparente à la fraude à la Constitution. Pour entrer dans la question des dispositions intangibles, les dispositions intangibles en droit constitutionnel constituent l'âme de l'ensemble de l'architecture. On ne peut pas toucher à ces dispositions et prétendre simplement avoir modifié la Constitution. Parce que le pouvoir constituant dérivé qui intervient dans la modification de la Constitution, il est limité par le pouvoir constituant originaire. Et donc, parce qu'il est limité, lui-même ne peut pas dépasser le cadre de sa limitation, sous prétexte de construire une légitimité qu'il fonderait sur soi-même et qui serait nulle part ailleurs garantie dans les textes. Mais maintenant, comment on peut changer cette constitution? Aucune constitution ne prévoit en son sein les germes de sa propre destruction. On ne peut pas prétendre de construire l'ordre constitutionnel en se fondant sur ses propres dispositions. Donc il y a une nuance, président, à faire entre le peuple qui a l'article 5 et le peuple qui a le référendum. Le peuple qui a le référendum est différent du peuple qui a l'article 5. Le peuple qui a l'article 5, à qui on confie la souveraineté, il est identique au peuple qui apparaît à l'article 218. Moi, je parle de la théorie du peuple dit dedans et du peuple dit dehors. Le peuple dit dehors, c'est celui qui a la plénitude du pouvoir. C'est celui-là qu'on appelle pouvoir constituant originaire. Le peuple dit dedans, lui, il est un simple acteur, comme disait le professeur Ngondan Koyi. Donc, il dit, oh, même c'est un pouvoir constitué, parce que son pouvoir est limité. Il ne peut intervenir que, conformément à ce qui est 218 par exemple, pour adopter une constitution, une modification d'une constitution par voie référendaire. Et parce qu'il intervient comme tout pouvoir constitué, son intervention peut être soumise, et ça je dis d'autorité, à un contrôle de constitutionnalité du juge constitutionnel. Il n'y a que le peuple du dehors qui a un pouvoir quasi divin. Lui, il intervient dans une hypothèse de vide juridique. Lui, il intervient dans deux... Quand j'ai dit vide juridique, il y a deux hypothèses qui apparaissent. Soit que lorsqu'une constitution n'est pas en vigueur, soit à la naissance d'un État. Pour l'instant, il n'y a pas de vide. Comment ce pouvoir constituant peut intervenir? Il peut intervenir soit par voie de coups d'État constitutionnels ou par voie de révolution. Mais maintenant, la question de savoir, qu'est-ce qu'un coup d'État constitutionnel ou une révolution? J'ai des arguments à vous donner. Mais je ne pense pas que le cadre soit approprié. Voilà un peu, somme toute. Je crois avoir, si possible, si vous voulez bien, rencontré les préoccupations qui m'ont été formulées par le président en rapport avec les changements, la révision et même la notion de la Constitution. Je dis et je vous remercie. Merci, honorable professeur. Honorable Alpha prend la parole. Honorable Président, chers membres du bureau, chers collègues parlementaires, merci de la parole accordée. En amont, c'est un impératif, je regarde ça comme un impératif, de saluer l'intervention du professeur Daniel Mbao ici et lancer même un appel au président de la République, lui recommander en fait de regarder cette intervention puisque ça va lui servir d'éclairage dans les initiatives qu'il va prendre plus tard. Alors, cher professeur, je voudrais ici poser deux petites questions. La première, c'est pour vous amener à nous faire une conclusion claire et nette. Et puis la seconde, c'est une question de curiosité. La première, c'est base sur le fait que dans votre allocution, vous avez fait mention, en parlant du changement de la Constitution, c'est que les seuls moyens par lesquels on peut changer cela, c'est dépasser la Constitution. Puisque les mécanismes du changement n'est pas prévu par la Constitution elle-même. Alors,
En disant cela, est-ce que vous nous amenez à conclure ici que changer la Constitution, c'est la violer? La seconde question des curiosités, cher professeur, vous avez tantôt parlé de la théorie des coups d'État constitutionnels et révolution. Alors j'aimerais un peu savoir, est-ce que vous avez évité de parler de ça puisque vous êtes tenu par des contraintes politiques ou vous avez justement ne pas voulu prendre position? Merci. Merci, honorable Alpha. Vous pouvez répondre à ces deux questions et les honorables pourront revenir pour d'autres questions éventuelles, professeur. Une constitution, lorsqu'elle est rédigée, elle est établie, je l'ai mentionné, pour concurrencer Dieu dans l'éternité. Et c'est comme ça, les constitutions modernes ont pris les soins, surtout dans le contexte africain, à prévoir des clauses qu'on appelle des clauses irréformables, qui sont en réalité des clauses d'éternité, qui empêchent toute modification, en fait, tout changement des constitutions, sans observer ces clauses. Ce qui revient à dire qu'une constitution est aussitôt établie, elle est établie pour l'éternité. Mais cette éternité peut être mise en échec par les circonstances des faits, parmi lesquels j'ai cité la révolution. Vous avez entendu parler du printemps arabe. Les peuples prennent ses responsabilités en main. Ils décident de renverser l'ordre constitutionnel au-delà des procédures prévues par la Constitution. En ce moment-là, ces peuples agissent comme pouvoir constituant. Il établit sa propre constitution. Il fait écrire sa propre constitution. Et il adopte au référendum. Et cette participation est très exaltée. Et c'est démocratique. Mais moi, comme professeur de droit constitutionnel, honnêtement, c'est pour des raisons d'éthique. Je ne peux pas discuter avec vous sur les mécanismes des révolutions, le régime de procédure des révolutions, les conditions de déclenchement des révolutions. Parce que ce sont des questions, honnêtement, qui échappent à la compétence du constitutionnaliste. C'est des compétences qui relèvent, en fait, c'est des questions qui relèvent de la compétence des politologues. En fait, le changement d'une constitution, au-delà des règles qui sont fixées, ne relève pas du droit constitutionnel. Parce que le droit constitutionnel, lorsqu'il établit des règles, il les fixe pour une longue durée. Et le coup d'État, c'est aussi une circonstance de fait. Ça, c'est le deuxième axe que j'ai ouvert. C'est-à-dire que là, c'est un homme qui décide de renverser. Alors, il a le choix, lui, cet homme qui renverse. Il peut renverser en vous imposant sa propre constitution de poche, comme le décret loi constitutionnel du 27 mai 1987. Vous savez, quand même, putschiste, on ne lui oppose jamais l'ordre constitutionnel en vigueur. Mouzé a suspendu l'ordre constitutionnel. Il nous a imposé sa propre constitution. Il a agi comme pouvoir constituant originaire. Donc c'était la force politique dominante en ce moment-là. Et il a le choix, lui, ce putschiste, de faire intervenir le peuple pour rendre sa démarche licite. Il peut faire intervenir le peuple en amont et en aval. En ce moment, la démarche est correcte. Nous sommes dans un référendum. Il peut faire intervenir le peuple simplement en aval. Nous sommes dans un plébiscite. Alors, dans les deux cas de figure, révolution, coup d'État constitutionnel, vous voulez en savoir plus, demandez à Bob Kabamba. Ça relève de la politologie. Non, professeur, un détail, quand vous parlez de la Constitution, le président de la République a plutôt demandé de mettre en place une commission qui se serait chargée d'analyser la question, qui pourrait aller de la révision au changement. Est-ce là la constituante ou c'est une nouvelle variante? Quelle valeur constitutionnelle vous donnez à cette commission? C'est un groupe de travail. Sur le plan des droits, il faut aider les chefs de l'État. Cette commission-là ne peut pas rédiger une constitution, si ce n'est peut-être proposer l'avant-projet du texte. Il rédige un texte martyr, bon, on va l'appeler texte martyr, et il le soumet à la constituante. Parce que lui n'a pas les pouvoirs. En fait, c'est une commission d'experts, tu vois, des constitutionnalistes, des anthropologues, des sociologues,
qui vont discuter sur nous et sur notre devenir. Alors, parce que pour être dans la constituante, il ne suffit pas que d'être professeur d'université. Moi, je suis professeur d'université, non? Oui. J'ai été élu, non? Oui. Mais non désigné, n'est-ce pas? Oui. Voilà, c'est vrai. Honorable professeur, vous êtes d'une famille politique qui aujourd'hui est en train de pomper une campagne explicite sur le changement de la Constitution. Je sais que les chefs de file de votre famille politique étaient stricts comme vous en parlant de la révision. Est-ce que vous pensez qu'il faille que votre voix s'efface beaucoup sentir au niveau de votre famille politique pour qu'on en évite à ce que vous évoquez ici? Bon, le plus important, ici, je suis venu comme professeur d'université. Absolument. C'est à ce titre que nous vous avons reçu, honorable professeur. Je ne suis pas venu comme politique. Et je Absolument. voudrais préciser que ce que je dis n'engage pas ma formation politique. Parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est toujours d'étiqueter les professeurs d'université en fonction de leurs appartenances politiques. Parce que s'il faut me poser à moi la question, pour l'instant, comme constitutionnaliste, je suis encore dans la révision. Parce que j'ai décelé 13 dispositions handicapantes qui méritent d'être réformées. Par exemple, l'article 119 de la Constitution, à titre indicatif, l'article 84 et l'article 144. Si vous lisez de plus près ces trois dispositions, vous avez l'impression comme si le Constituant s'est contredit sur une question fondamentale. Et la conséquence, c'est quoi? Si on y prend garde, les pays risquent un jour de basculer dans une crise institutionnelle ou dans un conflit de pouvoir entre le Parlement et le président de la République. Lorsque vous lisez l'article 119.2, il est clair que le président de la République proclame l'état de siège et l'état d'urgence, et même l'état de guerre sur autorisation. Mais quand vous avez l'article 85, c'est un régime de déclaration. Au-dedans de cette disposition, vous remarquez que le constituant confère au président de la République la compétence de proclamer l'état de siège et l'état d'urgence sans passer par le Congrès. Et l'article 144 va en synchronie avec l'article 185 pour assurer son application. Pas plus tard qu'il y a moins de 10 ans passés, nous avons connu sous la législature passée des crises de compétences. Le président de la République s'est fondé sur l'article 85 pour proclamer l'état de siège. Le président du Sénat, alors Alexis Thambwe Mwamba, avait estimé que cette voie était anticonstitutionnelle. Et il est allé sur Top Congo. Il a même menacé les chefs de l'État de poursuites pénales, conformément aux articles 163 et 164 de la Constitution. Au motif tiré de ce que le président de la République avait intentionnellement violé la Constitution. Alors le juge constitutionnel saisit de la question. Dans la RCONS 1200, le juge constitutionnel dira que la Constitution a institué un régime alternatif. Ça veut dire que le président de la République a le choix, soit de proclamer sans aller au Congrès, soit d'aller au Congrès et obtenir l'autorisation. C'est comme ça, moi j'ai toujours proposé la suppression partiellement du point D de l'article 19 pour éviter tout conflit de compétences entre le président de la République et le Congrès. Merci, honorable professeur. On va accorder ça, la parole. Ça, c'est une disposition handicapante. Mais des dispositions handicapantes comme ça, vous n'en verrez pas à la cité. À la cité, c'est l'article 217. Alors, le débat aujourd'hui est devenu un débat un peu trivial, à la portée des constitutions sur les dimanches, alors que c'est un débat fondamentalement technique qui devait revenir aux spécialistes. C'est comme ça, Président, j'ai dit que le droit constitutionnel est une discipline technique qui mérite d'être regardée avec une attention soutenue. Par conséquent, le droit constitutionnel a ses enfants. Si vous n'êtes pas loin, vous devez vous en abstenir. Honorable David, vous prenez parole pour votre allocution. Honorable Président, chers membres du bureau, chers collègues, distingués invités. Eu égard au débat sur la réforme constitutionnelle, après avoir suivi religieusement l'honorable et professeur d'université Daniel Mbao Soukissa, voici les questions qui taraudent mon esprit. Quelles sont les garanties que si la Constitution subit une réforme partielle ou profonde, nous aurons une gouvernance de qualité, qu'il n'y aura plus de détournement et nous aurons la paix? Telles sont les interrogations que j'adresse au professeur Daniel Mbao. Il est difficile d'établir un lien direct
entre la qualité de la gouvernance et le contenu d'une disposition constitutionnelle. Parfois même, je me pose la question, est-ce que c'est la Constitution qui a un problème ou ce sont les hommes qui ont un problème particulier vis-à-vis de la Constitution? Le problème de l'Afrique, c'est un problème, je l'ai toujours dit, anthropocentrique. Ce n'est pas un problème normocentrique, ça veut dire que lié aux normes, ou un problème statocentrique lié à l'État. C'est un problème de l'homme, parfois qui est en conflit avec des valeurs. Le problème du Congo, vous avez dit, il est d'abord mythologique. Il est aussi sotériologique. Sauf connerie, ou ignorerie, pour ne pas comprendre ces évidences scientifiques. Parce que derrière un texte, en réalité, il y a un mythe. Lorsqu'on ne croit pas aux mythes qui sont portés par les textes, il n'y aura pas de salut, sotérios. On peut changer 10 000 constitutions. Lorsqu'on ne croit pas, par exemple, au mythe de la démocratie. Ça, je parle comme professeur d'université. Au mythe de l'état de droit. Nous aurons toujours avec 10 000 constitutions de prisonniers politiques. Le problème, de mon point de vue, ce n'est pas les textes. Depuis 1960, le problème, ce sont les acteurs. La République démocratique du Congo, depuis 1960, est caractérisée par ce que Jacques Joly appelle un mouvement permanent de constitutionnalisation, de réconstitutionnalisation et de déconstitutionnalisation permanente. Ça veut dire qu'à chaque fois que ça ne marche pas, nous constitutionnalisons. Après, lorsqu'on veut changer les statuts, nous déconstitutionnalisons. Et puis nous réconstitutionnalisons. Ce qui fait que nous sommes un des rares pays au monde producteurs et consommateurs de textes constitutionnels. Ça veut dire que si on veut organiser un jeu olympique de pays producteurs de textes constitutionnels, la République démocratique du Congo en sortira avec la médaille d'or. Parce que si vous voulez vraiment faire une systématisation, depuis 1960 à ce jour, vous intégrez même des textes constitutionnels avortés, c'est-à-dire non appliqués. La doctrine la plus sévère estime que, la plus sévère, je ne dis pas la plus formelle, estime que nous sommes arrivés à plus ou moins 22 constitutions. Ça veut dire que nous avons expérimenté une constitution par 2 ans et demi, depuis 1960. Donc le problème du Congo, c'est d'abord un problème d'hommes. Les jeunes ici, ils combattent des jeunes en politique. Ils ne veulent pas les changements. Mais après, ils se plaignent. Tous nous sommes à la traîne des politiques. Que voulez-vous? On n'aura que nos yeux, en fin de compte, pour pleurer. Même si on changeait 10 000 constitutions, nous n'aurons nos yeux que pour pleurer. Il faut changer des paradigmes. Merci, honorable professeur. Merci pour l'ensemble des éclairages que vous nous avez accordés. Nous sommes très heureux de vos réponses. Nous allons accorder la parole à Maître Christian Emango, qui va répondre très rapidement sur des questions, notamment ici évoquées par le professeur Daniel Baou. L'épineuse question de l'article 220. Pas plus tard que hier, le professeur Kalouba s'est prononcé sur la question. Il estime que l'article est révisable, qu'il est ouvert, qu'on peut, sous crainte d'en retrancher, on peut en ajouter. Quelle est votre lecture de cette situation? Vous avez la parole. Honorable parlementaire, c'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui devant vous. Il m'a été demandé de m'entretenir avec vous sur le thème de savoir si l'article 220 de la Constitution est révisable ou pas. Le professeur Kalouba, je ne suis pas là pour le répondre, mais puisqu'il a été cité, a dit hier que l'article 220 de la Constitution était révisable, puisqu'on ne peut pas seulement penser à l'hypothèse des soustractions, mais même aussi d'ajout. Et je pense qu'il ne serait peut-être pas le premier, puisque le professeur Paul Gaspard Ngondanko, il a dit dans son ouvrage sur droit constitutionnel de droits de l'homme, où il dit que lorsqu'il y a des dispositions d'éternité, en ce qui concerne les droits de l'homme, on peut ajouter, mais on ne peut pas retrancher. Alors, je vais maintenant en venir à l'article
220 de la Constitution. Lorsque j'ai parcouru les différents auteurs, les éminents professeurs de droit constitutionnel dans mon pays, le professeur Daniel Mbao l'avait aussi évoqué ici, il y a par exemple cet ouvrage écrit par le professeur Évariste Bouchab. Il a épilogué pendant longtemps sur les 8 matières qui concernent les points qu'on ne peut pas réviser. Et il va aboutir sur quelques conclusions. Je prends l'exemple lorsqu'il parle de la forme républicaine. Il dit, vous pouvez le voir à la page 338, que lorsqu'on parle de la forme républicaine, c'est que l'accession au pouvoir est tributaire du passage de l'élection du peuple de celui qu'il désigne pour aller le représenter. Pendant longtemps, il explique que lors de la Deuxième République, nous avons souffert puisqu'il y avait des élections qui étaient organisées, parfois juste pour légitimer un pouvoir à l'international, alors qu'en interne, en réalité, il n'y a pas eu élection. Alors, c'est pour ça qu'il estime que c'est peut-être la raison qui a fait que le constituant puisse interdire que nous faisons ce mauvais retour en laissant assez que la forme républicaine de l'État soit une matière qu'on peut réviser. Parce que la République, c'est l'accession au pouvoir par les élections. Il parle du nombre et de la durée du mandat du président de la République. Et à ce titre, il explique qu'effectivement, pendant 32 ans, longtemps nous sommes restés dans les carcans d'un pouvoir où, bien qu'il y avait les élections, mais c'était pratiquement la même personne qui revenait à la tête de l'État. Alors, est-ce que, en limitant, est-ce qu'en interdisant toute révision portant sur le nombre et la durée du mandat du président de la République, l'on a répondu à cet aspect du passé, ou bien c'est aussi cette œuvre de propagande que le constituant a faite, tout simplement, lorsqu'il empêche le peuple congolais, puisque c'est la démocratie, à tout moment, il faut revenir au peuple pour lui poser la question sur son choix politique. De ce fait, je veux conclure par là, pour répondre à la question de savoir si l'article 220 est révisable ou pas, c'est d'estimer que sur le plan de la lettre, si nous devons rester des obsédés textuels, vous lisez l'article 220, vous ne voyez pas là où il est expressis verbis, dit que cet article-là n'est pas révisable. On a parlé tantôt ici, le professeur Daniel Mbao l'a effleuré, certaines théories de la double révision ou de la révision totale de la Constitution. Il n'est pas dit expressis verbis. Mais si nous allons sur la question existentielle, substantielle, j'ai fait l'observation, au regard notamment de ce que René Capitan disait, que est-ce que en RDC, il n'existe pas un droit constitutionnel de fond où vous pouvez autant de fois changer de constitution. Mais en réalité, il y a déjà une norme. La norme hypothétique que disait Hans Kelsen, est-ce qu'il n'existe pas cette norme-là qui sous-tend déjà que même si vous changez, elle vous rattrapera toujours. Puisque aujourd'hui, est-ce qu'il a suffi de voir l'article 64 de la Constitution du 18 février 2006 pour que lorsqu'il y a des violations de la Constitution, le peuple réagisse? Je pense qu'il n'y en avait pas dans la Constitution, dans la loi fondamentale de 60. Il n'y en avait même pas aussi dans les textes constitutionnels de la colonisation, mais le peuple avait agi seul le 4 janvier 1959. Le peuple avait agi seul
le 16 février 1992. Le peuple avait agi seul au mois de décembre ou janvier 2015. Et que donc, il ne suffit pas de changer de constitution. En réalité, je pense que même si on allait loin sur les théories, je n'aurai pas le temps d'aborder ça encore, mais si on allait plus loin sur les théories des conventions et des coutumes constitutionnelles, on sait que dans ces pays, il a existé des mécanismes où, à travers le temps, il s'est passé, par exemple, des accords politiques, mais ces accords-là ont même dérogé, à quelques moments, à la Constitution. Mais c'était sur base de quoi que nous appliquions ces accords-là? Merci Maître Christian, merci de chuter. Je termine. Merci de chuter, s'il vous plaît. Ou est-ce que c'était parce qu'il y avait au fond des normes qui vivent et qui résistent aux effets du temps, même si nous allons d'une constitution à une autre? Et puisqu'il n'existe plus, il n'y a plus beaucoup de temps, je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole que vous m'avez accordée. Merci beaucoup. En une minute, honorable Daniel Baou, une mise au point final et on va lever la séance, on est tenu par les temps. L'article 220, de mon point de vue, ne peut être modifié sous prétexte qu'il n'est pas verrouillé et qu'il verrouille. Tous ceux qui se fondent sur la théorie de la double révision constitutionnelle ou de la révision successive de la Constitution sont dans une incongruité constitutionnelle. Pour deux raisons. Premièrement, cette disposition d'un point de vue philosophique cristallise l'âme de la Constitution. C'est vrai que toutes les dispositions se valent. Est-ce que les uns et les autres doivent retenir que la vie, autant que l'âme vit dans le sang, autant que la Constitution, toute l'architecture constitutionnelle subsiste et vit dans l'article 220. Même si littéralement, il n'est prévu aucune disposition expresse allant dans le sens de sa révision. Le Constitution ne pouvait même pas prévoir une disposition qui verrouille l'article 20 pour verrouiller l'article, les matières qui sont contenues, pour les verrouiller davantage. C'est un sous-entendu, de mon point de vue. Pourquoi sous-entendu? Ça, c'est la deuxième raison. C'est parce que le pouvoir des révisions constitutionnelles a un domaine d'intervention limité. De sorte que il n'a aucune compétence d'extraire une matière prévue à l'article 220 ou d'en ajouter. Si il est restreint, nous tombons dans l'hypothèse de la fraude à la Constitution. Ça sera le cas de la Constitution, de la modification, je vous l'ai dit, du 15 août 1973, où Mobutu a révisé la Constitution en la changeant. Vous retranchez une disposition, vous êtes dans une fraude à la Constitution. Merci de chuter, honorable professeur. Vous ajoutez une disposition en conclusion. Oui. Vous ajoutez une disposition, vous êtes dans un défi ou un conflit entre deux pouvoirs, le constituant originaire qui limite et le constituant dérivé qui ne peut s'auto-limiter. Donc en ce moment-là, le pouvoir constituant dérivé aurait scié l'arbre sous lequel il est assis. Et il se serait comporté comme pouvoir constituant originaire, qui lui seul, en vertu du droit, est investi de la compétence de limiter les matières. Lui ne peut pas limiter. S'il limite en ce moment-là, il devient pouvoir constituant originaire. Et là, c'est une argutie théorique spécieuse
Nous devons dire la vérité. Et rien que la vérité. Voilà la vérité. Et ici, le principe de l'effet standstill, de mon point de vue, ne peut pas s'appliquer en faveur du pouvoir de révision constitutionnelle. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'effet standstill, standstill voulait dire quoi? Lorsqu'on modifie un texte, on ne doit pas méconnaître des droits. On doit le consolider et en reconnaître davantage. Alors ceux qui sont dans la logique de standstill, ce sont ceux-là qui pensent que si on révise ces dispositions, on peut ajouter des matières. Entre-temps, ce qu'ils n'ont pas intégré en eux, c'est que le pouvoir qui doit ajouter la matière est connu. Il est en dehors de la Constitution. Parce qu'ayant déjà établi la Constitution, il s'est retiré de la Constitution, il s'est mis à l'écart et il ne peut plus, dans le cadre de l'ordonnancement constitutionnel en vigueur, intervenir pour modifier sa volonté. Et de plus, il n'a pas conféré mandat au pouvoir des révisions constitutionnelles de bousculer les frontières. Merci honorable professeur, distingués invités, chers collègues. Nous vous remercions et nous déclarons la séance levée. Merci.